à tous, bienvenue Versant Futur, nouveau numéro spécial ici au Mountain Planet. Le rendez-vous tous les 2 ans évidemment du monde de la montagne. On va parler bilan de cette saison hiver puisque évidemment c'est l'époque, on est en avril. J'ai la chance d'avoir avec moi 4 invités qui pourront tout nous dire justement. On va commencer de gauche à droite et c'est un choix totalement arbitraire. Laurent Garcia. Bonjour. Bonjour Laurent, je te laisse te présenter. Donc je viens ici représenter l'Agence des Pyrénées qui représente l'ensemble des stations du domaine des Pyrénées depuis les neiges catalanes d'un côté jusqu'à la côte basque de l'autre avec une trentaine de stations. Et donc on va parler de chiffres et de perspectives. Et personnellement tu diriges aussi la station de Péragude. Je dirige également la station de Péragude et je représente Domaine Skiable de France, président de la section Pyrénées. Voilà, ça fait beaucoup de casquettes mais c'est le cas de tout le monde je crois ici. Denis Maurer qui représente ici le cluster montagne, qui dirige aussi G2A. Et je t'ai présenté pour pas que tu fasses trop long. Non, c'est pas vrai, tu as le droit de te présenter aussi. Non, effectivement, je suis là en tant que vice-président prospective et innovation du cluster montagne. Donc, pour au moins ce qui est la deuxième partie de la discussion, ça me permettra d'essayer d'être cohérent. Geoffrey, merci d'être ici. C'est un peu une première. On vous a connu, on t'a connu, je vais te tutoyer, avec d'autres casquettes, mais cette fois-ci au Mountain Planet, en tant que directeur général de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Voilà, directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme depuis 6 mois, mais intégré dans les réseaux régionaux depuis une dizaine d'années, avec une petite connaissance de la montagne, et puis je suis bien entouré des meilleurs experts aujourd'hui, donc je suis très heureux d'être avec vous. Déjà évidemment depuis longtemps sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Brice Blancard, qu'on reçoit régulièrement parce qu'on adore, c'est un puits de chiffres. C'est une analyse aussi, mais il a toujours des chiffres extrêmement intéressants. Donc Union Sport et Cycle, responsable du pôle montagne, c'est ça ? Exactement. Bonjour, merci de m'accueillir parmi vous pour cet échange. L'Union Sport et Cycle qui est, comme son nom l'indique pas, la fédération des entreprises du sport en France. Donc on a bien sûr le vélo, vous l'avez compris, mais aussi en montagne, on va en parler. Plus de 1200 magasins loueurs de matériel de sport d'hiver qui sont adhérents chez nous, ainsi que les grandes marques de matériel, de ski, qui sont également partie prenante de l'UESC. Donc j'aurai l'occasion d'en dire un mot. Et puis on organisera, vous le savez, demain, ici sur Mountain Planet, le ski débrief, donc les prises de parole des leaders de la montagne sur le bilan de saison d'hiver 25-26. Alors ça va être le sujet, donc justement on va commencer par celui-ci, revenir sur cette saison hiver. Qu'on peut qualifier en tout cas je ne sais pas si on peut dire hors norme, mais en tout cas elle aura marqué cette saison par différents grands chiffres, que ce soit des chiffres de chute de neige ou de fréquentation ou de journées annulées pour cause de mauvaises conditions. On aura quelques chiffres évidemment qui vont défiler pendant qu'on se parle et qui pourront toujours nous servir de base pour en parler. Denis, on peut peut-être commencer par toi pour globalement les chiffres que tu peux avoir toi aujourd'hui d'analyse de cette saison. Globalement on est sur une légère croissance, en tout cas si on parle global. Oui, effectivement, globalement c'est une très belle saison puisque la saison dernière était déjà assez exceptionnelle. En plus une saison qui est très belle, qui finit avec 2% à peu près de nuitées touristiques de plus que l'année dernière, sachant que le calendrier était malgré tout un petit peu moins intéressant que l'année dernière. Alors il y a des phénomènes aussi qui peuvent expliquer avec une présence très très forte de la neige cette année. Voilà, mais cette saison est pour moi malgré tout contrastée. C'est-à-dire que, comme on peut le voir sur les chiffres, si on prend uniquement les périodes de vacances, c'est-à-dire Noël, jour de l'an, les vacances de février, les vacances de Pâques, on perd des nuitées, 1,6%. Avec une logique beaucoup plus forte d'ailleurs sur les stations de grand domaine, ce qui est assez logique vu l'enneigement qu'il y a pu avoir, mais surtout la grosse perte de cette période sont les vacances de février. Autre élément fort, c'est qu'à contrario, les périodes d'intervacances, elles, ont une croissance de plus 3,6%, ce qui est conséquent. Et ce qui est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Alors la nouveauté très positive de cette année, c'est que le collectif a gagné. Je m'explique, l'intersaison de mars qui s'écroulait inexorablement
tout le monde en a pris conscience dès le début de la saison. Et c'est vrai qu'il y a des gros efforts tarifaires qui ont été faits, notamment par les hébergeurs, les loueurs de matériel, dès le début de la saison pour rendre attractif, notamment les 2 dernières semaines de cette période, qui ont été la dernière semaine de cette période d'intervacances de mars, qui a été la semaine qui a eu la meilleure performance par rapport à l'année dernière de toute la saison hiver. On va revenir sur les tendances. Geoffrey, la politique de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, sur la partie montagne, évidemment, ça a toujours été quelque chose d'important, la montagne et les différents massifs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Sur une saison comme celle-là, est-ce que vous ressentez aussi, comme vient de le dire Denis, une fréquentation qui se lisse un petit peu, où il y a moins de hausse importante en vacances et de baisse hors vacances, mais plutôt des gens, des touristes, des visiteurs qui viennent plus régulièrement, et comment vous réussissez à analyser ça? Alors, comme le disait Denis, on a eu une saison qui est solide mais qui n'est pas linéaire. Ce qu'on observe par exemple sur la fin d'année, on a des taux d'occupation qui sont absolument hors normes, sur certains segments qui sont proches de 100%, et on s'aperçoit que c'est aussi une clientèle qui vient de manière décorrélée à la présence de la neige. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai rendez-vous familial, et en isolant uniquement cette partie fin d'année, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que de toute façon, c'est des clientèles qui vont être récurrentes et qui ne sont pas dépendantes du ski. Après, on a eu effectivement et beaucoup de neige et trop de neige, et donc avec des éléments qui sont conjoncturels qui ont pu influer. Il y a un détail qu'on peut regarder, qui est encore aujourd'hui marginal, mais c'est un bruit faible, un signal faible, c'est qu'il y a des familles françaises qui sont venues skier en janvier. Qui dit famille dit enfant, qui dit janvier dit école. Et donc, on s'interroge de savoir pourquoi ces familles françaises, ça reste marginal, hein, elles ne sont pas venues en février. Donc on s'interroge aussi sur la question du coût et de la possibilité pour les Français de pouvoir intégrer le segment des vacances d'hiver. Et donc, on se rend compte aussi qu'on a une baisse, pas significative, mais on a quand même une baisse sur ce qui est traditionnellement le Graal de la saison hivernale. Et puis, autre moment d'intersaison ou de saison, c'est mars. Mars, alors peut-être qu'on peut le mettre sur le sujet de l'enneigement particulier, mais aussi sur la mobilisation des acteurs. Je sais par exemple au sein d'Auvergne-Rhône-Alpes, entre tourisme, on travaille peu sur février parce qu'on considère que février, grosso modo, le boulot est fait, et qu'on travaille beaucoup sur janvier, qu'on travaille beaucoup sur mars, sur des actions de promotion à la fois en France mais aussi à l'international qui commencent aussi à porter leurs fruits avec de nouveaux produits. Je pense au pass martien qui vient justement des Pyrénées par exemple, qui a été introduit et porté par France Montagne cette année et qui offre un panel d'activités qui sort aussi du socle ski et donc qui permet aussi de booster une clientèle sur ce mois de mars. Donc solide, pas linéaire, des signaux faibles auxquels il faudra prêter attention sur les sujets de pouvoir d'achat, mais peut-être qu'on va en reparler. Absolument, oui. Laurent, dans les Pyrénées, elle a été comment cette saison globalement? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut déjà faire le constat que la neige a bien été au rendez-vous, ce qui a permis à beaucoup de stations d'ouvrir à partir du 6 décembre. On a eu un effet ensuite d'enneigement très favorable tout au long de l'hiver, à la faveur des petites stations qui font un peu le yo selon les saisons. Donc là, on peut dire que ça sourit à tout le monde, avec une progression moyenne sur les Pyrénées en termes de journées de ski de 4%. Rattrapage important au-dessus de 10 et plus pour les petites stations. Une moyenne, un rattrapage moyen de 8% sur les 4 dernières saisons. Donc on peut dire que les gens étaient au rendez-vous, la neige était là, et dans ces moments-là, ça va bien pour tout le monde. Donc ça permet effectivement de rassurer à la fois la clientèle et les exploitants. Côté fréquentation, bon, les données G2A, elles sont à peu près similaires au reste de la France. On a plus 3,8 en moyenne sur la saison. Des vacances de Noël qui sont à peu près ISO. Forte fréquentation, mais comme l'an dernier, pratiquement quasiment 100% sur beaucoup de stations sur la deuxième semaine des vacances de Noël. La première, elle n'est pas tout à fait gagnée non plus, hein, on est autour de 72% d'occupation. Un rattrapage aussi et une montée en puissance de janvier et de mars. Donc on fait aussi l'effort sur les Pyrénées pour faire écho à ce que tu disais, pour travailler sur les ailes des vacances de février auprès de la clientèle avec enfants. Et on est positionné depuis quelques années, à Péragude en particulier, mais je ne suis pas le seul à le faire, sur cette semaine qui précède les vacances de février et celle qui suit. Donc nous, dans notre BP, on a un socle de 6 semaines au milieu de l'hiver où on travaille vraiment
d'arrache-pied pour conquérir la clientèle de majorité régionale. Et puis l'effet sur Mars aussi du pass martien qui a dopé et qui s'installe petit à petit. Et j'étais vraiment très heureux qu'en ayant lancé l'initiative sur Péragude, que France Montagne et que plus de 50 stations se fassent le relais, je crois que collectivement on peut dire autre chose du mois de mars et donner envie aux gens de venir à la montagne pour d'autres inspirations. Donc globalement les chiffres sont bons, ça redonne un petit peu de l'assurance à chacun. On peut remarquer, et on y viendra peut-être après, que les produits hors ski aussi ils trouvent leur public. Donc chaque fois qu'il se crée une activité ou attraction, on va dire, elle touche son public et les gens sont au rendez-vous, que ce soit la semaine de Noël, mais y compris les autres jours de l'hiver. Brice, côté USC justement, côté des distributeurs aussi évidemment, comment on a vécu cette saison, quelle sensation ou quel chiffre en tout cas toi tu peux retenir de cette saison? Mais effectivement, c'est une bonne saison qui suit une saison 24-25 qui était déjà en forte progression. En fait, le constat qu'on fait, c'est que depuis le Covid, globalement, chaque hiver a permis, si on prend l'ensemble de l'activité sport d'hiver, de progresser. Donc on a progressé de saison en saison, avec bien sûr des écarts en fonction de l'enneigement par massif. Mais la tendance globale depuis le Covid, elle est à une augmentation de la fréquentation des stations de montagne et de la pratique des sports d'hiver. Déjà, c'est un point très important à souligner aujourd'hui. Effectivement, derrière, il y a des disparités entre massifs, entre disciplines. Mais déjà, il faut s'arrêter là-dessus parce qu'il y a beaucoup de discours autour de la montagne. Mais la réalité, dès lors que la neige est là, et elle est là globalement depuis l'arrêt du Covid, les Français et les étrangers vont au sport d'hiver, vont au ski, et c'est vraiment un enseignement important qu'il faut passer, notamment auprès des entreprises qui ont une priorité, c'est d'investir dans l'avenir. Donc effectivement, cet hiver 25-26, pour nous, il est intéressant parce que c'est un hiver au cours de laquelle l'activité a monté en puissance finalement tout au long de la saison jusqu'à maintenant. On va voir là dans les 24 heures comment on s'arrête, mais globalement, au lendemain des vacances de Noël, Nouvel An, dans nos entreprises, dans les magasins, on était en légère progression, plus 2 en chiffre d'affaires. Pourquoi ? Bien sûr, la neige était présente dans les Alpes, donc pas de souci. La clientèle est présente, elle consomme. Par contre, dans les massifs plus bas, le début de saison a été compliqué. Alors effectivement, les Pyrénées ont bénéficié d'un enneigement présent, mais ailleurs, dans les Vosges, Jura, Massif central, le début de saison, on était plutôt sur des tendances à moins 40, moins 50. Donc forcément, ça a un impact sur l'activité globale. Et en revanche, dès que la neige est arrivée, est tombée sur tous les massifs, à l'issue des vacances de février, on se trouve sur une tendance qui est à plus 4. Donc on a gagné 2 points. Donc ça nous rappelle aussi un message important qu'il faut rappeler. À partir du moment où la neige est là, tout le monde en profite, et notamment les petits massifs, les stations de proximité, parce que les consommateurs, les gens qui vont en station, ce sont des spécialistes. Ils ont l'habitude d'aller en montagne et ils savent faire les arbitrages qui veulent leur permettre de partir et parfois de faire un arbitrage, notamment sur le volet budgétaire. Et alors, justement, c'est important parce que dans les chiffres qu'on a diffusés là, on a relevé aussi une tendance à l'accélération de l'anticipation. C'est-à-dire que les gens réservent de plus en plus tôt, apparemment. Alors, est-ce qu'il y a, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Geoffrey, une question aussi de budget et d'accessibilité en se disant je réserve plus tôt et peut-être que comme ça je me garantis des prix plus attractifs. Est-ce que c'est parce que de toute façon ils viennent à la montagne, qu'il y ait de la neige ou pas, ça reste quelque chose de familial et ça reste un rendez-vous incontournable. Mais en tout cas, voilà, il y a cette tendance qui ressort vraiment. Et je fais le lien avec l'accessibilité, enfin attractivité et accessibilité dont Geoffrey parlait tout à l'heure. C'est un vrai travail aussi, ça peut être une vraie source de réflexion de se dire ce merveilleux sport qu'est le ski, attention à ce que les enfants ou les familles en tout cas puissent de plus en plus continuer à y venir, et on revient au côté accessibilité. Ouais, jamais oublier que les petits skieurs d'aujourd'hui seront les grands skieurs de demain. Et donc très important que ce soit à travers les glaces de neige par exemple, mais aussi de l'accessibilité aux familles, parce que les familles, c'est des enfants qui vont revenir plus tard. Après, juste un point sur cette réservation très en amont, mais peut-être que Denis pourra me contredire ou le confirmer, c'est pas quelque chose qu'on perçoit sur l'ensemble des clientèles. Et je pense notamment aux clientèles internationales, où on a de plus en plus de last minute. Alors, quand l'arbitrage est favorable, tant mieux.
c'était le cas cette année, mais ça veut dire qu'on a quand même une fragilité dans l'arbitrage. Et donc on a tout ce travail, et nous c'est le travail de promotion qu'on fait à l'international, à le consolider pour justement essayer d'anticiper, sécuriser nos acteurs sur le terrain pour pouvoir effectivement anticiper le job qu'ils ont à faire sur place. Effectivement, alors les Français anticipent. Alors ce qui est très étonnant, c'est que la période qui n'est pas la plus anticipée parce que c'est la première, mais qui malgré tout est beaucoup plus anticipée que l'année dernière, puisqu'elle a gagné un mois d'anticipation, c'est Noël et jour de l'an. Et en fait, plus c'est haut, plus c'est cher, plus c'est anticipé. Ça c'est pour le début de saison. Et après, c'est vrai qu'on a, sur toutes les réservations qu'on récupère, c'est quelques dizaines de millions de réservations, on a une anticipation globale, là, puisqu'on est en fin de saison, on peut commencer à faire des bilans, de 107 jours qui a augmenté en 3 ans plus de 10 jours, globalement. Avec, malgré tout, des Anglais qui ont une anticipation qui a baissé, mais qui ont une anticipation assez élevée parce qu'ils ont la problématique de l'avion. Qui fait qu'ils ont tendance à réserver à peu près en 130 jours, avec une anticipation de 130 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'anticipation, elle se fait sur les familles pour des logiques de réservation de l'ESF, tout simplement. C'est souvent le premier stress des familles, une fois qu'ils ont trouvé leur hébergement, leur station. C'est pas tout de suite d'acheter leur forfait, mais c'est de tout de suite trouver des places à l'ESF. Ça explique aussi une des raisons de l'anticipation, puisque le déport qu'on avait noté il y a 3 ans, dans l'enquête qu'on avait fait avec Montagne Planète, qui démontrait que 48% des familles françaises étaient prêtes à faire sauter les cours aux adolescents pour des raisons économiques, et donc plutôt sur janvier, puisqu'après l'intersaison de mars est trop proche des examens. Et ben cette tendance-là, elle pousse quand même aussi à anticiper plus, paradoxalement, parce qu'il y a plus de difficultés à trouver des moniteurs sur janvier. Donc voilà, tous ces phénomènes plus ou moins importants ont amené une anticipation plus forte. Et c'est aussi lié au fait que les vacances à la montagne sont très familiales. Et ça demande de l'organisation. C'est une organisation assez lourde par rapport à l'été. Voilà. Et tous ces éléments-là amènent actuellement à une anticipation assez forte. Les chiffres d'augmentation dont on parle, pour être bien clair, ce sont des chiffres d'augmentation de fréquentation, d'hébergement, de journées skieurs ou non, c'est pas du chiffre d'affaires de montée mécanique, on l'aurait pas mis comme ça. Celui-là, de toute façon, il augmente. Mais on est en journée skieur ou en fréquentation? Les chiffres, quand tu parles de plus 1... moi, je suis en nuitée touristique. Après, la réalité sur le taux de conversion, elle est très diverse. J'aime à rappeler que la 4e raison, clairement les vacances les plus plébiscitées, c'est Noël et jour de l'an, de très loin maintenant. C'est la semaine du jour de l'an, encore cette année, a été de très loin la plus importante, d'autant plus que celles de février n'ont pas été folles. Donc, la 4e raison, et c'est la seule période de l'hiver, mais la 4e raison pour laquelle les gens viennent au ski, à la montagne à Noël, c'est le ski. Pourquoi ? Parce que c'est de loin la période la plus familiale et qu'il y a un certain nombre de personnes par famille, ou trop jeunes, ou trop âgées, ou qui n'ont jamais été skieurs, qui viennent à la montagne. Mais c'est intéressant parce que c'est la période la plus anticipée et la période qui, quand j'étais plus jeune et quand j'étais hébergeur, il n'y a pas si longtemps, l'effet N-1 d'un enneigement médiocre à Noël était extrêmement fort. On ne le remarque depuis le Covid absolument plus sur la période de Noël. Oui, juste rappeler quand même 2 dimensions importantes qui sont structurantes dans notre marché. Le premier, c'est la répartition des clientèles. On a globalement 10 millions de clients qui viennent chaque hiver en station de montagne en France. Sur ces 10 millions, on va simplifier, mais en gros, on en a 7 millions de Français et 3 millions d'Européens. Donc c'est vrai que dont 1 million d'Anglais. Dont 1 million d'Anglais, un tiers effectivement de la première clientèle étrangère. Et le deuxième point, c'est le calendrier. C'est-à-dire qu'effectivement, les vacances de Noël, elles sont communes à tous les pays d'Europe. Donc c'est la période la plus demandée de fait. Et effectivement, quand on discute d'une légère baisse sur les vacances de février, vous nous l'avez annoncé dès le début de la saison, on le sait, la construction des vacances font qu'on savait qu'on allait perdre un peu des points et vraisemblablement récupérer avec ce week-end de Pâques déposé
très tôt sur le mois d'avril. Donc c'est des choses qu'on sait et c'est pour ça que au-delà de ces aspects entre guillemets structurels sur lesquels on peut peu agir, effectivement les questions c'est effectivement comment on arrive à continuer à faire venir des gens qui sont venus une fois et peut-être 2 fois, parce que ce sont des spécialistes, ce sont des amoureux du ski, donc ils peuvent avoir passé un bon séjour en famille à Noël, mais pas assez skier parce qu'il fallait aussi festoyer ensemble et donner envie de revenir par exemple en mars ou début avril, parce que donc c'est un peu ça le défi aussi des stations aujourd'hui, c'est qu'on est face à une clientèle, encore une fois je disais, qui est vraiment spécialiste des sports d'hiver, qui sait anticiper très très tôt pour pouvoir venir parce que c'est compliqué et qui veut absolument aller skier, et pourquoi pas un deuxième séjour. Je vois vous évoquez le fait que les courts séjours augmentent, peut-être que c'est aussi des gens qui reviennent, ils ont fait un grand séjour et ils reviennent. Là, on l'entend aussi sur fin mars, début avril, ils reviennent parce que les conditions sont bonnes, il fait beau et on y retourne, quoi. Moi, je pense sur les courts séjours, je souhaitais intervenir parce qu'il y a quand même des tendances. Effectivement, il y a peut-être qui font de la revenu, mais on voit du côté des exploitants, que je représente aussi, c'est qu'en fait, on a quand même un socle de clientèle qui est dur à exploser, quoi. On a un plafond de verre au-dessus de nous. Et on voit que même une année très bien enneigée, alors ça se dilue sur davantage de stations. Donc il y a des stations qui font un correctif, des petites stations qui vont retrouver les fréquentations qu'elles avaient avant. Et les autres, elles vont tenir leur part de marché, voire les dépasser. À une ou deux exceptions près, sur le massif des Pyrénées, les bonnes stations qui s'en sortent bien l'an dernier, l'année d'avant et cette année, ben celles-ci, elles font, ce qui est notre cas, on fait un plus 3, plus de 4%. Et la garantie neige, c'est quand même le trait d'union qui fait que d'une saison à l'autre, on passe bien, quelles que soient les conditions extérieures. Mais la tendance, elle est quand même à une consommation de court séjour, parce que malgré la neige et la fréquentation, on n'explose pas non plus à la hausse, on ne crève pas ce plafond de verre. Et dans les données que j'ai obtenues aussi de la part de G2A, on voit depuis 2020 un décrochage en points du nombre de longs séjours par rapport au court séjour. C'est-à-dire que vous avez perdu sur les Alpes du Nord à peu près 10 points en faveur du court séjour et en défaveur du long séjour, et on a perdu les mêmes 10 points sur les Pyrénées, à tel point qu'on est, nous, à un socle autour de 12 à 15% de long séjour sur les Pyrénées, où vous êtes, sur les Alpes du Nord, autour des 25. Donc il y a quand même un arbitrage aussi qui se fait, malgré de très bonnes conditions. L'envie d'y aller, elle est là. L'envie de faire autre chose, ça ne veut pas dire que les gens ont dormi que 4 jours sur la station. Ça veut dire qu'en termes de traduction de journée de ski, c'est peut-être pas le même type de consommation. Je parle bien de consommation du skieur. Et donc, on a aussi à prendre en compte, les aspirations vers d'autres activités qui font plaisir aux clients. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a encore beaucoup de capacité pour faire venir du monde sur la montagne en hiver et sur les stations de ski. Et que selon l'enneigement, on a aussi de plus en plus d'alternatives qui permettent aux gens de consommer la montagne. Donc ça va bien, mais ça veut dire que pour l'exploitant, il y a quand même une zone un peu de fragilité, de questionnement sur la façon dont le forfait est consommé. Et puis, oui, si je peux me permettre, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on a des types de clientèle sur des territoires particuliers. Quand on parle de 30% de clientèle étrangère, on est en train de mélanger les stations de Haute-Tarentaise et le Val d'Arly. Exactement. Et donc, in fine, 30%, ça ne signifie pas grand-chose. Sachant qu'à Val Thorens, on doit être à 50, voire 60. Alors là, en fin de saison, on est hollandais. On est hollandais. Moi, j'ai skié à Voria, on était anglais. Donc, attention, d'une part, de préserver les clientèles françaises sur les stations de moindre altitude. Et donc, on a un vrai sujet de pouvoir d'achat qui se pose déjà et qui va se poser avec une particulière acuité dans les années qui viennent, voire dans les mois qui arrivent. Et le côté segment international qui est le point d'équilibre pour toutes les grandes stations, plus de 1005 globalement. Comment on fait en sorte d'une part les diversifier, comment on fait en sorte de récupérer les grands réservoirs que sont l'Allemagne, l'Amérique du Nord. C'est le travail qu'on fait chez Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, de récupérer aussi pour essayer de pallier les éventuelles déficiences de nos marchés domestiques. Je veux bien qu'on aille plus loin à ce moment-là. Comment faire exactement? Parce que le sujet posé sur l'accessibilité, le problème de pouvoir d'achat, il est récurrent depuis plusieurs années. On sait que tout le monde essaye. Est-ce qu'il y a des nouvelles façons d'approcher ça? Est-ce qu'il y a aussi des tendances d'attente de la clientèle qui permettent de le faire? Est-ce qu'on peut leur proposer autre chose? Quels sont les leviers, à part peut-être se mettre tous ensemble?
Je ne suis pas certain qu'on puisse résoudre la difficulté, surtout que l'inflation, elle va toucher l'Europe en entier. Et c'est-à-dire que l'ensemble des clientèles va être concerné par cette difficulté. Après, il faut se rendre compte que janvier progresse, mais les prix progressent aussi puisque la demande augmente. Et donc aujourd'hui, avant, on avait des prix qui étaient globalement très sages en janvier et qui aujourd'hui commencent à se réveiller un petit peu en disant on a une demande supplémentaire. Et donc, petit à petit, on grignote aussi du pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, on y arrive très bien parce qu'on a un enneigement extraordinaire. Quand on aura, j'espère que ça n'arrivera pas, mais quand on aura un enneigement médiocre, on aura plus bonus d'appel de la neige. Et donc, on sera arbitré davantage sur ces sujets de pouvoir d'achat. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est quand même une difficulté. Et donc, la nécessité d'aller chercher des marchés qui sont moins touchés par ces difficultés-là. Et je pense effectivement à Amérique du Nord, mais aussi au Brésil, qui aujourd'hui ce ne sont pas des clientèles résiduelles, ce sont des clientèles en forte croissance. Je pense au Canada, je pense US par exemple, mais qui restent marginales au niveau de l'ampleur globale. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé des conséquences de la crise iranienne, hein, mais je vais faire le pont avec ce qu'on est en train de dire, parce qu'il y a au moins 3 conséquences. La première, c'est qu'effectivement, on a perdu quelques milliers de nuitées, notamment pour les Israéliens et les clientèles moyen-orientales, heureusement en fin de saison. Donc c'est resté à bas bruit. 2, comment on envisage l'avenir sans ces clientèles, en espérant qu'elles puissent revenir, mais il n'y a pas de certitude. Et puis 3, le plus gros problème, c'est qu'effectivement la crise de l'énergie va créer une inflation à plus 3, plus 4, plus 5%, et donc qu'on va devoir y faire face. Et donc c'est aussi une difficulté qu'il faut qu'on ait vraiment à l'esprit. J'ai pas répondu à la question comment on fait. On va se mettre dans des groupes de travail, je pense. Les acteurs du ski sont évidemment conscients que cette neige, cette année, elle a été exceptionnelle, qu'on est tranquille pour des dizaines d'années certainement, en tout cas pour toutes les stations d'altitude. Néanmoins, évidemment, comme tout chef d'entreprise, je suis persuadé que chaque acteur du ski construit aussi l'avenir. Quelles sont les tendances justement de construction ? Est-ce que certaines attentes de la clientèle sont des leviers ? On parlait de déconnexion, on disait souvent que le ski était une des seuls contextes de vacances où les téléphones étaient un peu plus loin et où parents et enfants pouvaient faire quelque chose ensemble sans forcément avoir des écrans, par exemple. Le côté nature, évidemment, est là. Est-ce qu'il y a des leviers comme ça qui sont complémentaires, annexes, connexes à l'activité ski, qui est le moteur, mais est-ce que ça se développe et ça fait partie globalement d'un tout, comme disait Laurent, de découverte de la montagne ? Moi, je dirais que là, la découverte, c'est le blabla de la consommation. 1, c'est venir skier, c'est certain. Mais 2, c'est se restaurer. Donc, le premier complément à l'activité des domaines skiables, c'est l'expérience qu'on offre en restauration sur les domaines, sur les pistes et en pied de piste. Et ça, beaucoup d'exploitants se sont engouffrés dans ce métier de restauration. Pas pour prendre la part des autres, simplement pour l'améliorer, pour l'amplifier et pour proposer des expériences nouvelles, souvent sur les pistes, par des partenariats ou même par des gestions directes. Et quand on revient ici sur un salon comme ça pour aussi anticiper sur le développement futur en matière de diversification et d'adaptation au changement climatique, c'est pour nous Pyrénées, mais j'ai plein de projets en tête et pas seulement sur les Pyrénées, c'est des téléportés qui permettent aussi d'accéder sur des plateaux d'altitude et d'acheminer des clientèles piétons, skieurs, voire vététistes en même temps, sur des restaurants d'altitude, en gare intermédiaire en altitude. Et donc c'est l'expérience qui s'ajoute aux expériences d'activité ludique, dont on pourrait parler, de la luge, des bien-être, etc., de la raquette, tout ce qui jalonne le quotidien d'un client et d'un séjour en montagne. Mais je crois que on est en marche et ça implique justement des adaptations d'appareils qui sont pas neuves parce que ce sont des gros budgets et qui pèsent sur les exploitants qui ont en plus des charges fixes qui augmentent. On parlait de l'énergie et du reste. Donc on est sur ces trajectoires pour amplifier et améliorer l'expérience sur le terrain. Geoffrey, une réaction. Là, on parle beaucoup d'expérience client et je pense que c'est essentiel, mais je pense qu'on peut aller au-delà. Quand on est un skieur, je reprends l'exemple nord-américain, on vient skier en Europe. Et pourquoi en France plus qu'en Autriche, plus qu'en Suisse, plus qu'en Italie ? Parce qu'en France, on a la gastronomie, on a le French art de vivre, on a des produits Saucines de qualité, on a du savoir-faire incroyable, on a le no-tourisme, on a l'agro-tourisme. Et on vient skier en France parce que, certes, il y a le ski, on a le plus beau domaine au monde, mais on a aussi toute cette dimension que les autres n'ont pas. Et donc, je pense qu'il faut avoir un facteur différenciant, qu'il faut avoir ce critère-là en plus pour nous différencier des autres. Oui.
Ouais, c'est à la fois la montagne, c'est un environnement où il faut créer cette déconnexion, tu l'as très bien dit, et en même temps, il faut que la montagne reste collée aux tendances qu'on voit émerger dans l'environnement urbain. C'est essentiel parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent en vacances en montagne, quelque part en eux, ils veulent aussi reproduire des choses qui sont importantes pour eux. Et parmi les choses qui sont importantes pour eux, bien sûr, la connexion est une chose, mais ils sont de plus en plus nombreux à avoir une activité physique sportive régulière, à vouloir se retrouver en pleine nature. Alors bien sûr, quand on est sur les pistes et qu'il fait beau, je suis en pleine nature et c'est extraordinaire et c'est unique, je ne trouverai pas ça chez moi. Mais par contre, un des défis pour nous, pour les stations, c'est aussi d'être capable d'offrir quelque chose que je recherche en ville et que je n'ai pas, c'est-à-dire un itinéraire pour marcher, pour courir, extraordinaire. Et ben là, on vous le propose en montagne. Vous partez, vous commencez en forêt, vous terminez en haut du domaine skiable. C'est des choses comme ça qu'il faut passer des messages aussi aux gens qui viennent à la montagne en disant regardez, on sait ce que vous attendez. Ok, le ski est là, mais on sait que vous cherchez aussi autre chose et on peut vous l'apporter. Donc ça passe par le vélo aussi en été plutôt. Mais nous, on pense vraiment on voit bien, hein, il y a des gens qui se mettent à courir l'hiver en station, parce qu'ils courent. On a annoncé les chiffres de l'Observatoire du running la semaine dernière. Il y a 13 millions de Français qui courent aujourd'hui, dont 7 millions qui courent toutes les semaines. Donc c'est une vraie tendance de fou. Et ces gens-là, quand ils vont en montagne, parce qu'ils sont assez tendanciels là-dessus, forcément, si on leur propose de reproduire leur activité hebdomadaire, mais dans un environnement magnifique, ça va encore plus les fidéliser. Et à quand donc le forfait pour le runner qui prend le télésiège pour aller en altitude, courir en altitude, faire des globules, et redescendre? Ouais, et juste un mot pour prolonger, les disciplines nordiques sont aussi en train de se rendre compte qu'elles attirent cette clientèle-là. Des gens qui font du vélo, des gens qui courent, qui cherchent une activité endurante, eh ben, ils vont aller chercher, lorsque la neige est là, découvrir les activités nordiques, le ski de fond notamment. Donner un mot sur les tendances, ouais. En fait, toutes les populations sont très importantes pour la suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les skieurs historiques, dont je fais partie, vieillissent. Et eux, ils recherchent un art de vivre, quelque chose d'important. On voit bien qu'aujourd'hui, même en hiver, les visites de chapelles, les visites de fruitières, ce sont des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Et à côté de ça, il y a la génération des plus jeunes, 25-35 ans, qui eux sont dans une logique d'outdoor, surtout les populations, et là je suis d'accord complètement avec toi, les populations urbaines, encore plus, sont dans une logique d'outdoor et aussi de cochage Instagram de cols, d'épreuves, de bouts d'épreuves, de choses comme ça. Et c'est vrai que de plus en plus, la montagne va devoir intégrer, pas que l'été, mais aussi l'hiver, dans ses forfaits, des activités qui sont autres et qui sont incluses. Et c'est là qu'effectivement, un runner peut utiliser un forfait qui aujourd'hui s'appelle un forfait de ski, et peut utiliser un forfait si on lui donne la possibilité sur un glacier, au sein d'une forêt. Ce qui est extrêmement étonnant. Nous, ça fait depuis 2009 qu'on pose les mêmes questions aux clients qui viennent en montagne en début de saison et on regarde ce qu'ils ont fini par faire. Depuis 10 ans, on a 83% des gens qui viennent en montagne qui font du ski. Il y a eu la rupture de 2021. 0% de ceux qui sont venus en montagne ont fait du ski, en tout cas du ski de piste. Et il y a un certain nombre d'activités qui sont apparues de fait. Et à part une petite baisse du ski nordique qui était monté très haut, mais qui reste largement 2 ou 3 fois supérieure à ce qui était avant, toutes les autres activités sont restées au même niveau. Les raquettes, la rando, évidemment les spas, enfin toutes ces activités sont restées. Et conséquence, comme on a un peu plus de monde, mais pas tant que ça, effectivement, les gens ont pris l'habitude de découvrir la montagne autrement, et ceux qui sont venus à cette époque-là étaient vraiment des fous de montagne. Là, pour le coup, ceux qui sont venus s'aérer en montagne en 2021, c'était vraiment les plus grands fans de montagne.
Et ils ont finalement conservé des habitudes de consommation de cette époque-là, et qui est accentuée par les jeunes, puisque moi, vous savez que je suis un psychopathe de l'offre, c'est-à-dire que la montagne, elle est le seul territoire qui offre l'intégralité des sports d'outdoor possibles, hors le surf de vague qu'on laissera aux Basques. Allez, pour finir, chacun, allez, en 2 mots ou 3 mots maximum, pour qualifier cette saison et surtout pour continuer à construire l'avenir. Ouais, elle était vraiment enthousiasmante parce que ça fait plaisir de voir trop de neige. Ça fait mal au cœur parfois parce qu'il y a des stations qui ont fermé, mais enthousiasmante parce que ça fait chaud au cœur de voir tous nos acteurs de la montagne mobilisés. D'accord, entièrement d'accord. Allez, Brice. J'ai envie de dire que c'est une saison un peu vérité, dans le sens où, encore une fois, elle confirme à quel point certaines vérités qu'on exprime en tant que professionnel montagne sont vraies. C'est-à-dire que la règle du jeu de base, la neige, et quand la neige est là, la clientèle vient parce que c'est vraiment une activité extraordinaire, une puissance d'attractivité qui est unique. Franchement, elle est unique. Donc ça, c'est la vérité première, c'est que quand il y a de la neige, ben, effectivement, ça fait vivre tous les massifs. Ça, c'est une deuxième vérité qui est importante à rappeler. Et puis, aussi une vérité troisième qui fait le lien avec le sujet de la table ronde, c'est quand même une diversification qui est en cours, qui est réelle, à la fois dans les pratiques des gens et aussi dans l'organisation des professionnels de la montagne, pour coller le mieux possible, encore une fois, aux tendances. Laurent, en 2 mots, cette saison et construire la Oui, suite. bien, la montagne a été plébiscitée par notre clientèle régionale sur le massif pyrénéen, où la neige est le socle de la motivation des clients à venir, mais il faut penser à tout ce qu'il y a autour. Nous, pour illustrer cette conclusion, on fait encore plus de 10% sur les trajets en piéton, et donc par téléportée. Ça met du beurre dans les épinards, ça veut dire qu'il y a d'autres expériences qui sont recherchées pour descendre à Balnéa, pour montrer faire une balade sur les versants sud, etc. Et donc il faut continuer à se diversifier, tout en étant les maîtres du jeu au niveau du ski. Et merci à nos équipes, parce qu'elles ont eu un hiver très très difficile sur le terrain, sur l'ensemble des stations françaises. C'est clair. Allez, Denis, 2 mots. Encourageante et amusante. Bravo, Denis. Merci à tous d'avoir participé à ce versant futur pour cette saison, et évidemment, on pense tous à la prochaine. Merci à tous, à bientôt pour un nouveau versant futur sur la mobilité.